parce que je suis autodidacte, j'ai envie chaque fois d'apprendre un autre aspect du métier. Et c'est aussi, je crois, pour ça que je suis producteur, parce que j'ai une espèce de boulimie et de curiosité de voir comment les autres travaillent, dans la mesure où c'est comme ça que j'apprends encore d'autres facettes du métier et que j'ai pas fait d'école de cinéma et que donc j'ai l'impression de réapprendre en permanence en travaillant avec les autres. J'avais envie de raconter des histoires, je ne savais pas encore par quel biais. Donc j'ai fait des études d'histoire parce que je me semblait que c'était une bonne manière de me plonger dans d'autres univers, des deux univers chronologiques en l'occurrence, pour apprendre à essayer de comprendre comment l'être humain a quelque chose d'immuable, c'est-à-dire que dans toutes les périodes, on a un peu tous, on réagit de la même manière, on aime, on se violente, on stresse. Parallèlement à mes études, j'ai commencé justement à écrire un peu du café-théâtre. J'avais rencontré Fabrizio Rongione à l'époque, qui avait commencé les études d'histoire en même temps que moi, qui lui après a bifurqué vers le conservatoire, puis qui a fait Rosetta. Donc parallèlement à lui qui commençait à travailler comme comédien, on a fait nos premiers spectacles ensemble. Du spectacle, j'ai très vite voulu faire du cinéma, donc j'ai commencé à faire un peu de documentaire. D'abord vraiment des documentaires avec une petite caméra, on partait à deux, enfin des choses très autoproduites. Et puis petit à petit, j'ai fait une boîte de production, j'ai produit d'autres, j'ai écrit pour d'autres. Donc j'avais fait Ça rend heureux, qui est le premier film de Joachim Lafosse. On a coécrit, Fabrizio jouait dedans et on l'a produit. Et puis c'est comme ça que j'ai appris le métier du cinéma par la fiction. J'ai fait du court-métrage, et puis là maintenant j'ai fait du docu-fiction pour France 2. Et là je termine mon premier long-métrage de fiction. Donc petit à petit les choses se sont mises en place un peu par hasard. C'est plutôt les envies de raconter des histoires et des personnages qui dictent le média. Donc je ne dis pas que je ne ferai plus de théâtre, ou que je ne ferai plus de... Ça dépend. J'ai l'impression que l'écriture s'adapte un petit peu aux histoires qu'on a envie de raconter. En Belgique, j'avais fait une série documentaire sur l'histoire du Congo. Donc c'était des films d'archives, mais qui avaient aussi des incises et d'animation pour la partie plus fictionnalisée. C'était travailler sur tout ce qui avait été filmé au Congo du début du siècle jusqu'en 1960, donc tous les films coloniaux, et essayer de faire une rétrospective de la présence belge au Congo à travers ces films d'archives. Décembre 1960. Patrice Lumumba, porte-parole emblématique du nationalisme africain, est arrêté, torturé et exécuté. Le Congo plonge une fois de plus dans l'horreur. Cette terre est-elle marquée à jamais du sceau de la violence et de la malédiction? Quelle place y a-t-il pour les faibles dans cet Eldorado convoité de tous? Noirs et blancs sont-ils jamais parvenus à y cohabiter et à s'entendre? Comment tout cela a-t-il pu commencer? C'est au début du XVIe siècle que les premiers Blancs débarquent au Congo. Venus du Portugal, jeunes pour la plupart, ils ont quitté l'Europe pour tenter leur chance en Afrique. C'est dans la violence que débute l'histoire de la cohabitation entre Blancs et Noirs en Afrique. En s'enfonçant avec leur caravelle en terra incognita, c'est de fortune dont rêvent ces négociants portugais.
Ils viennent en Afrique chercher des esclaves pour les envoyer en Amérique, récemment découverte par Christophe Colomb. Il y avait un producteur français qui avait vu ce travail-là, et donc je suis parti sur un docu-fiction en animation, et là c'était que de la motion capture, donc c'était vraiment un gros boulot, hein. C'est un travail d'1 an de montage, et c'est parce que j'avais envie plus de faire de l'animation que de l'histoire à ce moment-là. C'est-à-dire que dans le projet, ce qui m'intéressait, c'était de transférer ce que je connaissais déjà sur les films d'archives, c'est-à-dire comment monter un film documentaire uniquement avec des archives, et d'en faire quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire que c'est la fiction qui devenait le corps du film, et la partie documentaire devenait secondaire. Et donc tout est lié à... C'est une histoire d'un père et d'un fils, et c'est d'abord ça, c'est d'abord le récit qui prime, et le documentaire est venu se greffer à cette histoire que j'ai tournée en motion capture. L'acteur a une zone de mouvement sur laquelle il va effectuer son acting. Dans cette zone de travail, il n'y a pas de réelle caméra. C'est-à-dire que même en temps réel, on peut voir sur tous les angles le mouvement qui va être capturé. J'avais des caméras de référence qui me permettaient quand même de voir si au niveau des regards, les regards étaient justes, etc. Et donc on a une grande liberté de travail sur les intentions. C'est quasi comme une chorégraphie en fait. Ce qui m'intéressait, c'était justement de voir comment, avec des comédiens, on pouvait exprimer des choses juste par le corps et par le regard. Merci. Tu m'as sauvé la vie. T'as de la chance, j'envie ta jeunesse. C'est un travail tout à fait différent que dans la fiction classique. D'une part parce qu'on ne place pas les caméras en amont, on les place après. La séquence dure 2 minutes, on la tourne en plan séquence. Il y a eu un gros travail de storyboard qui nous a permis de réfléchir aussi au rythme même du montage. Déjà savoir si on est plutôt proche du personnage ou plutôt en large. On avait préminuté et donc tout ça on doit le savoir en amont parce que ça ne nous permet pas de monter les choses de la même manière. Une fois qu'on a monté le film, il y a des éléments qui amènent chaque fois un peu plus de réalité. C'est-à-dire qu'on ramène les yeux, on voit si les regards sont justes. Une fois que les yeux sont mis, il y a des animateurs qui commencent à animer les intentions du visage. Je suis en train de rassembler des forces. J'ai décidé de rejoindre les rangs vers Saint-Gétorix. Ton mari refuse de me suivre. Et puis il y a tout le travail d'habillage dans tous les sens du terme, c'est-à-dire on habille effectivement les personnages, mais on habille aussi les décors, il y a des intentions de lumière. La véracité du mouvement et la véracité du regard, ça sera la motion capture qui va la donner. Après, effectivement, l'éclairage est très important dans la façon dont tu vas faire passer une émotion et dont tu vas faire vivre un personnage. Donc on va rajouter en compositing beaucoup de choses, donc ce qu'on appelle des rim lights, des shadows, tout ce qui va être les ombres propres des personnages. Et nous on a une façon de la compositer qui va embellir ces personnages et appuyer l'animation. Comme on voulait un gage de qualité sur le film, on a fait particulièrement attention à ça. J'aimerais bien faire un film qui se passe au fin 19e, début du 20e siècle. Parce que par exemple, ça c'est une époque qui me fascine en termes de changement de mentalité. Et je pense que la fiction aussi m'amènera à un moment vers des périodes historiques qui ne sont pas les nôtres. Mais je vois surtout dans l'histoire des choses qui m'intéressent sur la période d'aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé sur le pouvoir, sur le rapport, la domination culturelle. Le Congo c'était ça. La Gaule c'est pareil, hein. C'est que la Gaule a été écrite par les Romains. L'histoire de la Gaule a été écrite par les Romains. J'approchais d'Avaricum. Au pied des remparts agonisaient les guerriers. La ville n'était qu'un bain de sang. Les fureurs de César n'avaient épargné ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. J'avais vu juste. César irait jusqu'au bout. Nous n'étions qu'un obstacle à l'expansion romaine.
Désolé. Bois. Soutenir César, c'était cautionner ses crimes et trahir la Gaule. Grand les yeux. Ah, oh non, oh non. Oh, je te l'avais dit que j'étais le meilleur. Il faut me laisser. Ouais, observe le talent, regarde. Ah, pas tort. Ça va? Tu as fait bonne route? Ne m'approche pas, Vismaros. Vous devriez avoir honte. Vous vous saoulez pendant que vos frères meurent sur le champ de bataille. Et vous? Qu'est-ce que vous faites encore sur nos terres? Vous n'avez toujours pas compris que vous n'êtes plus chez vous, en Gaule? Père, excusez-le, il est fatigué. Reprenez votre argent et rentrez chez vous! Allez-vous-en! Si vous restez, je ne réponds plus de vos vies. Ce qui est mon moteur dans mon travail, c'est essayer chaque fois de faire quelque chose qui n'est pas la reproduction de l'étape précédente. J'ai fait un premier film qui est un thriller psychologique. Je suis sûr de ne pas refaire le même genre de film pour la prochaine étape, parce que la reproduction en fait me tétanise un petit peu. Et même dans les films documentaires, chacun des films a été construit différemment. J'ai dit j'ai fait uniquement des films d'archives, mais j'ai aussi fait du film documentaire où j'allais filmer le réel. Et puis là j'ai fait ce film qui est aussi un docu-fiction, mais qui est plutôt de la narration d'animation. Dans la fiction, j'ai essayé de chaque fois varier les genres. Je fais un peu de café-théâtre, on a écrit des seuls en scène pour Fabrizio. Je mets en scène les Magritte du cinéma aussi, qui est encore une autre manière de travailler, parce que c'est pour la télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 3e édition des Magritte du cinéma, avec pour maître de cérémonie Fabrizio Rongione. For the Magritte tonight, please welcome Mr. Fabrizio Rongione. Non, mais les comédiens de théâtre, j'en ai vu, ils sont dehors, ils essaient de rentrer. Non, mais ils m'ont fait rire, hein, ils m'ont fait rire. Non, ils ont essayé de rentrer avec leur fausse accréditation, là, attendez. Ils ont cru qu'ils pouvaient rentrer avec ça, franchement. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai appelé MSF. On leur sert de la soupe chaude. Les 2 premières années, ils ont beaucoup travaillé au prompteur et ils se sont rendus compte que c'était pas qu'il y avait une part de théâtral là-dedans. Enfin, il y avait une part de mise en scène. Moi, en fait, je suis une interface entre le comédien qui est maître de cérémonie et toute la partie technique qui est la mise en lumière de tout ça. Il fallait que les rouages se resserrent un peu et à partir de Fabrizio et tous ceux qui ont suivi après, on a travaillé sur texte, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un prompteur au cas où pour que le comédien puisse se raccrocher à ça, parce qu'il y a une part d'improvisation, évidemment, il y a des allées et venues, il y a beaucoup d'imprévus, donc on savait qu'on avait le canevas sur le prompteur, mais ceci dit, les comédiens apprennent leur texte comme si c'était une représentation théâtrale, et ce qui est ingrat, c'est qu'il n'y a qu'une représentation, à la différence du stand-up où tu as 10-15 représentations pour roder un petit peu tes textes. Là, c'est quitte ou double, et donc c'est très très difficile. En fait, c'est une discipline qui est pour moi hyper stressante, et les comédiens en général ressentent cette pression-là, parce qu'en plus ils ont toute la profession face à eux, donc il y a quelque chose d'un peu ingrat à cet exercice. Il faut être un peu sadomaso pour le faire, je pense. Mon coup de cœur personnel, c'est le premier court-métrage produit parce qu'il y a une histoire. Enfin, personnellement, j'ai été tourné en montagne, en haute altitude, donc ça a créé des liens très forts par rapport à l'équipe. Et puis c'est surtout
un court-métrage qui m'a touché a posteriori parce que je me suis rendu compte, il dure 20 minutes, c'est la première fois que je me suis rendu compte que je pouvais toucher les gens sur un format aussi court. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient vraiment émus à la sortie du court-métrage. Donc ça m'avait... Moi je suis hyper tendu, que ce soit en théâtre ou... je déteste être dans la salle. Et ce court-métrage-là a été un moment où j'ai commencé à accepter. Je me dis bon, ça je savais que ça marchait plus ou moins. J'étais plus ou moins en paix quand j'étais dans la salle, j'étais un peu moins stressé. Mais sinon en général, je déteste être dans la salle au moment des diffusions de films ou des représentations. Et voilà, ce court-métrage-là m'a un petit peu, comment dirais-je, réconcilié avec l'exercice. On est sur l'arrêt du Mont-Rouge. On voit plus rien là, on n'en peut plus. Vous pouvez venir nous chercher? Je vous entends bien, restez calme. Quelle est votre position? Je sais pas, on voit rien. Je crois qu'on a tourné en rond. Combien êtes-vous? 3. Vous venez d'où? Le refuge du couloir. À quelle heure êtes-vous parti? On est parti vers 3 heures. C'est à cause du brouillard et tout. Je suis désolée, mais... Il faut venir, hein, s'il vous plaît. Vous énervez pas, je suis là, je vous écoute. Y a-t-il des blessés? Non. À quelle heure avez-vous franchi le sommet? Quoi? Vous faites pas la traversée? Vous n'êtes pas arrivé au sommet? Si, on était au sommet vers 12 heures. Midi? Bien sûr. Attends, on est parti du sommet à quelle heure? Oui, c'est ça. Et depuis combien de temps êtes-vous bloqué? Je sais pas, écoutez, venez nous chercher. C'est quoi ton prénom? Ariane. Ariane, écoute-moi. Moi, c'est Serge. J'ai besoin d'un maximum d'informations précises pour pouvoir évaluer la situation. D'accord? Alors tu dois bien réfléchir. Tu comprends, Ariane? Vous avez creusé? Mais c'est trop dur. Utilisez vos piolets, vos mains, vos pieds, mais il faut creuser, faut pas attendre. Ariane, tu m'entends? Oui. Restez actif. Vous avez un réchaud? Non, on a des couvertures de survie. Ok, continuez à creuser. Quand vous avez fini, vous vous mettez dans le trou et vous vous couvrez avec les couvertures. Tu m'entends, Ariane? Mais on n'a plus de force. Ariane. Ariane? Oui. Il va falloir tenir maintenant. Hein? Tu comprends? Oui. Tous ensemble.